BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous, oui, les témoins du monde qui se construit, des contemporains du futur. Bienvenue à tous, vos pros des cryptos. Chaque vendredi à nouveau en cette année 2025, on est ravis de vous retrouver pour cette première de l'année 2025. Et nos NFT, rien qu'à nous, sont bien sûr présents. Ils répondent à l'appel de BFM Business, les talents non fongibles de BFM Crypto. Owen Simonin est avec nous, ici en plateau, d'ailleurs ici à Paris. Il est de passage dans la capitale, fondateur de la chaîne YouTube Asher. Il est aussi à la tête de Meria. Bienvenue Owen, et bienvenue aussi à Stanislas Barthélémy qu'on accueille aussi ici en plateau, senior manager crypto et Web3 pour KPMG. Bienvenue Stanislas. Messieurs, ravi de vous retrouver. On va se souhaiter le meilleur dans un instant pour 2025 et surtout dessiner des scénarios dans l'univers crypto pour cette année qui démarre. Et d'abord justement, quel potentiel sur les cours des cryptos? C'est Vincent Gann qui est avec nous aujourd'hui pour cette première de l'année 2025. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Meilleurs vœux, analyste technique indépendant, Vincent. Bon, l'année démarre moyennement, on va le dire comme ça, pour le cours du Bitcoin qui a corrigé là, à court terme et qui reste quand même le Bitcoin bloqué sous les 100 000 $ depuis fin novembre. Est-ce que le bull run est déjà terminé, Vincent? C'est la grande question qui intéresse les investisseurs en crypto-monnaie. Alors, je vais vous répondre directement. La réponse est non, mais effectivement, c'est même pas depuis le début de l'année, quand nous sommes en correction avec un peu de recul, c'est depuis fin novembre que Bitcoin en fait oscille autour des 100 000 $, un chiffre rond qu'il a du mal à passer. D'ailleurs, dans son histoire, tous les multiples de 10, il a toujours mis un peu de temps à les passer, mais effectivement, 90 000, 100 000 $ au plus haut, et certains commencent à défendre le fait que le cycle aussi de Bitcoin serait terminé. Alors, moi, je leur réponds simplement, c'est qu'ils ne connaissent pas ce qu'est le cycle Bitcoin. C'est un cycle de 4 ans structuré autour du halving, et cette année 2025, c'est justement la 4e et dernière année. C'est l'année qui verra le développement du bull run, c'est aussi l'année qui verra sa fin. Ça ne veut pas dire pour autant que dès début janvier, le marché accélère. Alors, il y a plein de façons en fait d'étudier les cycles de manière temporelle. J'ai pas vraiment le temps là de tout détailler, mais je vais vous en donner une pour vous et les auditeurs téléspectateurs. Le cycle Bitcoin, il est structuré autour du halving, et on peut comparer les cycles en comptant le nombre de jours qui s'est écoulé depuis le halving. Et si vous prenez les 3 cycles passés, 2012, 2016, 2020, jamais un cycle ne s'est fini aussitôt. Le cycle qui s'est fini le plus tôt, c'était 370 jours après le halving, les 2 cycles précédents plutôt autour de 500 jours, et nous, actuellement, nous sommes 265 jours après le halving. Donc, d'un point de vue temporel, on a vraiment encore de la marge, même si cette première partie du mois de janvier est difficile et corrective. Donc pour vous, Vincent, le bull run n'est pas terminé. Alors on va vous prendre au mot. Sur quel appui technique, sur quel seuil technique peut-on imaginer un redémarrage du bull run? Alors, effectivement, là, c'est une question, c'est la question plus difficile à court terme. En plus, aujourd'hui, on a un rapport là, sur le marché du travail US qui ne va pas nous aider, alors c'est toujours pareil, verre à moitié plein, verre à moitié vide. C'est une bonne nouvelle pour la croissance économique américaine, c'est inflationniste par contre, donc ça éloigne les baisses de taux de la Fed. Donc le marché est toujours dans une correction en 3 temps qui a commencé depuis 108 000 $. On essaie de s'accrocher aujourd'hui, ça partait bien ce matin, ça retombe. Il y a une grosse zone support, moi que je surveille, qui est entre 82 000 et 87 000 $, 82 000 $. C'est un gap haussier qui avait été ouvert sur le contrat futur Bitcoin quelques séances après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle. Moi je suis persuadé qu'au pire du pire, Bitcoin trouvera un bottom dans cet intervalle 82-87. Janvier va rester difficile, mais en termes de saisonnalité, le mois de février, il y a vraiment beaucoup d'attentes. Et moi, je reste convaincu que ça va repartir, notamment après la prise de mandat de Donald Trump. Vincent Gann, analyste technique indépendant. Merci beaucoup Vincent. Alors justement, dans ce premier numéro Pro des cryptos de 2025, on va parler des nouveaux cas d'usage du Bitcoin, de ce qui pourrait aider le Bitcoin à encore progresser. Tiens, on a vu il y a peu de temps, c'est assez récent, la toute première transaction immobilière 100% réalisée en Bitcoin. Première transaction de ce type en France. On va vous expliquer comment ça s'est passé et si c'est le début d'un phénomène. On parlera aussi du Canada et Justin Trudeau qui a annoncé son départ. Est-ce que du coup le Canada pourrait devenir davantage crypto-friendly? Tiens, on posera cette question. On parlera bien sûr des questions autour des réserves stratégiques de Bitcoin, l'arrivée de Donald Trump qui approche à la Maison-Blanche. Et puis aussi avec les records notamment du Bitcoin, mais le retour, hélas, le retour aussi parfois des braquages en crypto. On vous expliquera ce phénomène et on vous apportera surtout des clés pour être vous plus fort que les braqueurs éventuels. C'est votre premier numéro de l'année des Pros des cryptos. Votre machine à concentrer l'essentiel s'enclenche. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros.
avec Asher, Owen, Simonin qui est avec nous en plateau cette semaine. Bonjour Owen. Bonjour. Et Stanislas Barthélémy. Salut Stanislas. Bonjour Guillaume. Messieurs, meilleurs vœux. Voilà, on vous souhaite le meilleur. À vous, à titre professionnel, personnel et pour vous tous qui nous suivez dans ce rendez-vous des pros des cryptos, le meilleur pour l'écosystème. On va s'échanger nos vœux et surtout vous avez un gage, messieurs. Un gage. Sur chaque sujet crypto qu'on va aborder, vous devrez nous livrer votre scénario, ce à quoi vous vous attendez. Chiche ? Chiche. Ou c'est un petit chiche ? Chiche, allons-y. Oh, ils ont peur. Non. On va essayer d'aborder les choses de façon très réaliste et donc peut-être de façon du coup optimiste. Le Bitcoin d'abord, qui nous a offert de magnifiques records en 2024 et cette année. Que ce soit sur le cours du Bitcoin, sur l'adoption auprès du grand public, sur la place du Bitcoin dans les débats macroéconomiques, bref, ce que vous voudrez, à quoi vous attendez-vous ? De quoi sera fait 2025 pour ce qui concerne le Bitcoin ? Owen. Si on veut être optimiste, et oui, c'est ma condition en début de phrase, si on veut être optimiste, on doit imaginer des bonnes nouvelles sur la prise de position de la nouvelle administration de Donald Trump et surtout voir est-ce qu'ils vont tenir leurs promesses ou est-ce qu'on était surtout sur des promesses électorales et on va s'en éloigner. On pourrait imaginer que la Fed continue, encore une fois, si on veut être optimiste, à baisser ses taux. Potentiellement, ça pourrait injecter de la liquidité sur les actifs risqués et donc sur les crypto-monnaies. Et on pourrait imaginer, pourquoi pas, un nouveau plus haut avec Bitcoin et une seconde jambe de hausse pour la plupart des altcoins qui pourraient apporter de nouveaux records sur certaines petites crypto-monnaies, sur les alts et pourquoi pas de belles performances pour voir notre portefeuille dans le vert. Tout ça, c'est si on veut être optimiste et si on veut être réaliste, on maintient ce scénario-là ou on change un petit peu le discours ? Je pense que ce sera celui-là mais nuancé. On ne cochera pas toutes les cases. Et vous, Stanislas, à quel scénario vous attendez-vous cette année, les grands enjeux autour du Bitcoin ? Ça dépend beaucoup de la macroéconomie, à vrai dire, de la fin de la guerre en Ukraine, des politiques de tarifs de Trump aussi. Est-ce qu'il y aura vraiment une guerre commerciale qui, dans ce cas-là, crée de l'inflation ? Est-ce qu'il pourrait modifier le comportement des banques centrales ? Le débat peut aussi se porter au niveau des États, la fameuse réserve de Bitcoin stratégique. Est-ce que Donald Trump va la faire ? Si on suit Polymarket, c'est une chance entre 30 et 40% qu'il le fasse. Il y a beaucoup de lobbying et de pression pour qu'il y aille. Et dans ce cas-là, ça lancerait, entre guillemets, la course à l'armement, c'est-à-dire des États qui devraient prendre position et suivre les États-Unis. À tout le moins, il devrait constituer une réserve stratégique avec les actifs qui existent déjà. Après, le sujet politique, c'est les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent et il y a toujours le discours de la période électorale et le discours derrière de la réalisation et de l'action. Oui, la réserve stratégique, réserve stratégique d'importance peut-être à venir aux États-Unis, ce sera l'un des grands enjeux. Elle est attendue comme le Messie, cette réserve stratégique par tout l'écosystème. Sauf que Joe Biden est peut-être en train de savonner la planche. On a appris que les États-Unis allaient vendre pour plus de 6,5 milliards de dollars de Bitcoin, alors que Donald Trump en aurait sans doute besoin de ces 6,5 milliards pour sa réserve stratégique. D'où viennent ces 6,5 milliards de dollars en Bitcoin dont compte se débarrasser l'État américain, Owen ? Alors, beaucoup d'États détiennent des Bitcoins, que ce soit volontaire ou que ce soit malgré eux, et ça vient de saisies judiciaires. En l'occurrence, on estime que la Chine en détient à peu près 200 000, à peu près pareil que les États-Unis, et dans ces 200 000, il y en aurait un peu moins de 70 000 qui viendraient de l'affaire Silk Road. Ces 69 000 et quelques bitcoins, 69 000 unités de bitcoin viennent d'obtenir l'approbation par le département de la justice pour être vendus. Et ça représenterait 6,5 milliards de dollars de vente. Autant vous dire que c'est pas le genre d'actualité qui a fait plaisir au marché crypto instantanément. Et ça pose une grosse question, et c'est vu pour beaucoup comme un pied de nez de l'administration Biden à l'administration qui prend position dans 10 jours, si je ne dis pas de bêtises, aux États-Unis le 20 janvier, puisque la nouvelle administration s'est engagée à ne pas vendre les bitcoins détenus par les États-Unis. Et là, 10 jours avant la prise de position de cette nouvelle administration, l'administration en place, elle, serait sur le point de le faire et donc de très rapidement liquider des bitcoins, à savoir également le fondateur justement de la plateforme qui avait fait une saisie judiciaire et l'une des personnes visées qui pourrait être tout simplement réhabilité par la loi au passage de Donald Trump. Donc c'est symbolique et pour l'instant ces bitcoins n'ont pas bougé de l'adresse des États-Unis et sont toujours au même endroit. Oui, pour l'instant, et ça pourrait changer. Et ça pourrait changer, ça dépend beaucoup du lobbying, mais après, est-ce qu'il y a des largesses budgétaires aujourd'hui qui peuvent être injectées dans une réserve stratégique ? Est-ce que le peuple américain est prêt, entre guillemets, à entendre ça ? C'est aussi une des questions. Parce que c'est bien de dire qu'il va le faire derrière, mais est-ce que c'est populaire de dire j'ai un plan sur 5 ans de mettre au hasard 20 milliards de dollars par an sur Bitcoin ?
alors que derrière, il y a des enjeux sociaux assez forts. Mais il en a parlé pendant sa campagne. Vous allez me dire, Emmanuel Macron avait promis la réforme des retraites pendant sa campagne. C'est pas pour autant. Il l'avait dit, c'était dans sa campagne. Il a été élu. C'est pas pour autant que cette réforme des retraites est populaire. Voilà. Donc c'est peut-être la même chose vis-à-vis des cryptos. Est-ce que les Américains sont prêts, même s'ils ont élu Donald Trump, seront prêts à accepter que leur argent aille dans une réserve stratégique de Bitcoin, même s'il a été élu? Est-ce que ce sera socialement accepté? C'est pour ça qu'on parle d'une réserve de Bitcoin qui existe déjà et que ce sera plus compliqué d'utiliser de la liquidité fraîche pour en acheter de nouveau. Oui. Alors cette année verra, on espère, on verra, c'est l'un des grands enjeux, les premières réserves stratégiques en Bitcoin, peut-être de la part des États-Unis, mais peut-être aussi ici en Europe, on voit des petits pas en avant de la part de certains pays européens pour aller dans le sens, oui, d'une réserve stratégique nationale aussi. Ça a été évoqué dans plusieurs débats publics, notamment en République tchèque, où c'est une possibilité, mais sur un tout petit montant. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on est dans les mêmes ordres de grandeur que les États-Unis. C'était une des personnes qui travaille à la Banque centrale de République tchèque qui a dit pourquoi pas, on a de l'or, on pourrait avoir du Bitcoin. Mais derrière, il dit un tout petit peu de Bitcoin. Donc je ne suis pas sûr que l'Europe soit vraiment le bon terrain pour imaginer des réserves stratégiques. Heureusement ou malheureusement, parce que ce sujet des réserves stratégiques, il y a même un paradoxe intellectuel et idéologique. C'est que la crypto, il y a quand même un substrat, on va dire, très libertarien. Et là, une partie de la communauté crypto souhaite que les États viennent renforcer leur play. Donc, intervention des États, alors qu'en général, ils sont plutôt méfiants des États. Donc, il y a ce petit paradoxe-là. Je vois beaucoup des petits pays, sans leur faire offense, mais comme le Bhoutan, qui ont fait une stratégie très, on va dire, positive, c'est-à-dire utiliser la force de l'eau pour pouvoir miner du Bitcoin. Et aujourd'hui, ils en ont quasiment 2/3 de leur PIB si on fait le calcul. C'est le cas du Salvador. Je vois bien des petits pays qui ont des ressources énergétiques, notamment le fer. Parce qu'aujourd'hui, ce sujet fait moins peur même aux institutions internationales. Donc, Europe, j'y crois pas tellement, à vrai dire. Oui. Bon, ça reste un débat ouvert et ce sera l'un des enjeux de cette année 2025, bien sûr. Mais pour que les cryptos deviennent véritablement, on va dire, une source de consensus au sein de la société, il faudrait que les cas d'usage apparaissent plus clairement auprès du grand public. Vous en avez sans doute marre, vous qui nous suivez, de vous voir entendre quand vous défendez comme ça en famille le Bitcoin, vous voir rétorquer, répondre « mais ça sert à rien ton Bitcoin ». Il faudrait que les cas d'usage soient plus visibles auprès du grand public. Ben là, on en a peut-être un qui est en train d'émerger dans l'immobilier. On vient de voir, Owen, la toute première transaction immobilière 100% en Bitcoin, toute première en France. Comment ça s'est fait, comment ça s'est passé? Et puis on fera des perspectives pour la suite ensuite. Il y a beaucoup de choses à dire et à la fois pas grand-chose. La réalité, c'est que c'est le règlement du bien qui a été fait en Bitcoin. Et ça, pour le coup, on peut déjà le faire depuis très longtemps. Comme je le dis, il y a une différence entre payer quelqu'un qui accepte directement le Bitcoin et utiliser un système de paiement qui sera compensé par du Bitcoin et qui permet d'émettre son paiement. La réalité, c'est que c'est ce qui s'est passé pour ce bien. Ce qu'ont voulu montrer cette société, et pour le coup, ce sont des entrepreneurs qui ont tout simplement voulu montrer qu'on avançait et qu'il était possible d'enlever des intermédiaires pour faire des règlements. Et c'est le cas. Il y a une transaction totalement en Bitcoin qui a été faite pour un bien, et je dis bien totalement parce qu'il y avait déjà eu des transactions, que ce soit pour des places de parking ou que ce soit pour d'autres tout simplement opérations immobilières qui avaient été partiellement réglées en crypto-monnaie. Là, en l'occurrence, ça a été quand même un sacré schmilblick, dans le sens où il y a eu des avocats, il y a eu les notaires qui ont dû vérifier la solvabilité, l'origine des fonds en crypto-monnaie, vérifier la valeur de l'opération, ils se sont mis d'accord sur un montant en euros qui a été compensé à la fin et payé en Bitcoin. Bref, ça n'a pas été une opération super simple. Ce qu'ont voulu montrer ces entrepreneurs, Bitcoin Imo, c'est que c'est possible de le faire. Maintenant, comme il n'y a pas de cadre légal très précis, vouloir le faire et payer réellement en Bitcoin aujourd'hui, c'est peut-être plus compliqué que ce que ce serait si on avait un cadre légal clair, précis, qui permettait de le faire. Mais c'est une avancée. Voilà, c'est la toute première transaction immobilière 100% en Bitcoin. Pour autant, est-ce qu'on en restera là? Un peu comme l'histoire des pizzas, vous vous souvenez, il y a un peu plus de 10 ans, là, des transactions en pizza en Bitcoin, voilà, la fameuse grande histoire qui anime toute la communauté. Est-ce qu'on va en rester là ou est-ce qu'on peut imaginer qu'effectivement les transactions immobilières en Bitcoin deviennent un jour le quotidien de chacun? Ça dépend d'où et surtout de la taxation. C'est-à-dire que là, en France surtout, ça crée un événement de taxation et donc on doit payer la plus-value éventuelle qu'on a pu réaliser sur son investissement au moment où on va acheter un bien. Ce qui est vrai par ailleurs avec les cartes bleues crypto, quand on cède des cryptos pour pouvoir acheter en euros, il y a bien un événement de taxation et ça c'est un peu un impensé du système. L'autre chose, c'est une barrière d'outils, c'est-à-dire qu'il faut que les notaires notamment puissent avoir des portefeuilles crypto pour faire la séquestre des fonds de la même manière qu'aujourd'hui quand on achète un bien en euros, et je l'ai fait récemment, j'ai découvert, je me dis que finalement les transferts en stablecoin aussi c'est pas mal parce que les transferts bancaires ça prend un peu de temps, c'est d'envoyer l'argent au notaire qui ensuite va envoyer l'argent, enfin acheteur-vendeur. Et pour se faire en Bitcoin, il faut bien une séquestre et donc quelque part des gens qui maîtrisent et plus les outils, et évidemment c'est des portefeuilles Bitcoin, pas avec une personne qui a la clé. Et donc
Et donc, pour que les cryptos se démocratisent, on aura besoin d'une régulation effectivement plus claire, plus clémente peut-être et plus douce. Cette année 2025, que nous réserve-t-elle en matière de régulation? On a sorti les trompettes, d'abord pour dire au revoir à Gary Gensler, le patron de la SEC, qui dans quelques jours, le 20 janvier, va céder les rênes de la SEC, le gendarme des marchés américains. Est-ce qu'il se repent un peu, là, Gary Gensler, sur les cryptos? Est-ce que vous sentez qu'au fond, il regrette d'avoir autant critiqué les cryptos ces dernières années? Non. La preuve, il a tenu encore des propos en disant que le secteur était rempli de personnes mauvaises, corrompues, frauduleuses, etc. Ce qui n'est pas nécessairement faux, hein. Comme dans tous les secteurs, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait un début de droit d'inventaire sur sa mandature. Et pourtant, ça a fait perdre un peu de temps aux États-Unis. Quelque part, tant mieux pour l'Europe. Mais il a fait perdre du temps aux États-Unis et peut-être qu'un jour, il fera un mea culpa, mais c'est pas en 2025 du moins. Ouais, il a fait perdre du temps aux États-Unis, c'est comme ça que vous voyez les choses. Bon, et il sera remplacé par quelqu'un de beaucoup plus pro-crypto, hein. Ça sera à suivre aussi. On verra bien. Ouais. Aux États-Unis, on verra comment les choses évoluent. Ici, au moins, on a un cadre. Non, mais je veux dire, au moins ici en Europe, on est en avance là en matière de cadre. Mika qui entre. Oh, ils avaient l'air. Oh, ouais, super. On a déjà régulé. Ouais. 100% en application là. Désormais, Mika, depuis le 1er janvier, est entré 100% en application. Qu'est-ce que ça va changer, Owen? Alors, sur les stablecoins, principalement, c'est le gros sujet qui vient d'être appliqué sur le mois de décembre 2024 et donc sur l'application complète de Mika au début janvier. Il y a 2 points très importants. Premièrement, la fin, l'arrêt, on parle d'une stop F1 de toutes les plateformes régulées pour distribuer des rendements sur les stablecoins. Si vous êtes sur une plateforme régulée qui respecte la loi en Europe et qui propose un produit qui vous donne des rendements sur un stablecoin, techniquement, ce produit est sur le point de s'arrêter ou est censé déjà être arrêté aujourd'hui. C'est le premier point. Le pourquoi du comment, c'est la régulation qui le veut, mais en attendant, on ne distribue pas de rendement à des gens qui détiennent des stablecoins. Et ça, c'est censé être déjà effectif. La deuxième chose, c'est au-delà de la régulation sur les rendements, il y a celle des stablecoins eux-mêmes. Certains stablecoins se doivent d'être régulés. Et là, pour le coup, il y a encore certains stablecoins qui ne le sont pas, qui sont en circulation sur les plateformes européennes, comme par exemple l'USDT, parce qu'il y a une réalité pratique à enlever des stablecoins qui étaient le cœur de tous les processus, comme le fameux USDT, le Tether, des plateformes qui sont régulées MiCA. Et pour le coup, Tether, en tout cas son CEO avait dit qu'il ne se régulerait pas. Il a adouci un petit peu sa discussion depuis, mais pour l'instant, Tether semblerait perdre certaines positions à l'avantage de l'USDC, de Circle, qui est déjà régulé en Europe et qui semblerait profiter un petit peu, mais je dis bien un petit peu, oui. L'USDT aurait perdu 2% de ses volumes seulement. C'est pas encore énorme. Mais peut-être le début d'un mouvement, une perte de capitalisation de Tether à cause de l'entrée en vigueur de MiCA, même si pour l'instant ça se joue à pas grand-chose, quoi. Stanislas. Je pense qu'on prête beaucoup de poids à l'Europe et à la régulation vis-à-vis de Tether. Sur 30 derniers jours, ils ont perdu un peu moins de 2%, que Circle a pris, mais Circle part de plus loin aussi. Et sur MiCA, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'en soi, créer un règlement qui permet de passeporter, c'est-à-dire d'adresser les 500 millions de consommateurs que représente le marché européen, est une bonne chose, surtout qu'aujourd'hui, c'était la somme des juridictions nationales qui prévalait. Le seul problème, c'est qu'on a un peu brûlé les étapes en amont par refaire une rétrospective, mais c'est-à-dire d'empêcher quelque part les entrepreneurs d'avoir des comptes bancaires, d'aider les acteurs français à grandir, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ces règles du jeu et qui vont beaucoup profiter malheureusement aux acteurs étrangers qui vont venir en Europe, que ce soit même dans les acquisitions. N'oublions pas l'acquisition de Bitstamp par Robinhood qui pose des questions de souveraineté. Et après, le problème de MiCA, c'est qu'il y a beaucoup de définitions qui sont allées et de restrictions qui sont un peu trop fortes et qui ont été décidées en amont des usages. Sur les stablecoins, c'est vrai, mais par exemple, il n'y a pas de statut d'agent de CASP. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de marque blanche en quelque sorte, ce qui existe sur d'autres statuts. Ah oui. Et je vois bien les Américains arriver en disant bon, l'Europe a eu le culot d'arriver en premier, ce qui est une qualité, mais ils vont prendre MiCA qui les intéresse, retirer le sujet sur les rendements de stablecoin, le statut d'agent et bien d'autres choses à vrai dire, même sur le collatéral de ces stablecoins, et l'appliquer tel quel. Et donc nous, on aura été pionniers, et finalement c'est le deuxième arrivé qui apportera la flexibilité, le pragmatisme qui les fera décoller. Et c'est ça tout le paradoxe de MiCA. Ouais. Généralement, on dit que quand il n'y a pas un cadre clair, on ne peut pas faire de stratégie. Et donc c'est dangereux pour les entrepreneurs. Dans le doute, pas de doute. Le problème, c'est que là, le cadre est très clair sur les stablecoins. Et ceux qui le comprennent se disent très clairement, il ne faut pas aller en Europe. D'ailleurs, la preuve, si vous êtes régulé, vous faites partie des rares institutions qui émettent un stablecoin régulé, qui suit les règles, eh bien les gens qui viennent sur votre stablecoin ne peuvent pas avoir de rendement. C'est-à-dire réellement, mathématiquement, il n'y a
presque aucun ou très peu d'intérêt, si ce n'est dire que vous faites partie des rares personnes qui peuvent adresser le marché européen. C'est actuellement une punition. Les pros des cryptos, votre rendez-vous hebdomadaire pour anticiper cette année 2025 à suivre sur notre chaîne YouTube, bien sûr BFM Crypto. Tiens, on vous suit et on vous lit cette question qui nous parvient sur le fil X BFM Crypto. Il s'appelle Jérémy, il nous a écrit Jérémy et il nous dit: Justin Trudeau, c'est vrai, a annoncé cette semaine sa démission. Pierre Poilievre est grand favori pour succéder à Justin Trudeau et devenir le nouveau Premier ministre du Canada. Est-ce que Pierre Poilievre, ou quel que soit le successeur de Justin Trudeau, pourrait amener le Canada vers davantage d'adoption crypto? Est-ce que le Canada, avec le départ de Justin Trudeau, va devenir davantage crypto-friendly? Owen. Si c'est bel et bien Pierre Poilievre qui prend sa place, probablement. D'ailleurs, il a le soutien de personnalités comme Elon Musk ou encore Michael Saylor, notamment vis-à-vis de certains de ses propos récents sur l'inflation du dollar canadien et de ce que font les Canadiens du coup de cette monnaie, mais également... Certains, les médias en tout cas, l'appellent le petit Trump, ce qui laisse rapidement entrevoir ce qui pourrait se faire pour les crypto-monnaies. Bon, il y a quand même certains gros désaccords idéologiques entre Donald Trump et Pierre Poilievre, dans le sens où il a déjà pris la parole en disant que le Canada ne sera jamais le 51e État américain. Donc il y a évidemment des gros désaccords, mais c'est vrai que sur l'alignement de la valeur monétaire, de la liberté, de pouvoir détenir soi-même ses finances, il semblerait que si c'est lui qui devient le nouveau Premier ministre, il pourrait y avoir un alignement plus pro-crypto au Canada. Et ça pourrait refaire revenir des plateformes qui avaient jusque-là quitté le territoire. Ça s'inscrit dans un mouvement international. Les droites, tout type de droite s'empare maintenant du sujet des crypto-actifs, des crypto-monnaies. Pourquoi ? Parce qu'il y a une clientèle électorale en face et aussi un fond un peu de doute vis-à-vis des institutions centralisées, donc de la manière dont est gérée la monnaie. Je pense que Pierre Poilievre se met dans cette lignée-là. Et il y a des différences quand même entre un Donald Trump et Pierre Poilievre. C'est-à-dire que sur les sujets, par exemple, sociétaux, il est beaucoup plus libertarien et il a des positions qui sont beaucoup plus ouvertes. Donc ce qui est quand même intéressant, c'est que tout type de droite aujourd'hui, dans un grand nombre de pays, et c'est grandissant, traite ce sujet. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment la gauche qui a perdu ses élections, derrière, va revenir avec une réponse sur ces sujets-là. Les démocrates n'ont pas perdu sur les cryptos, mais aujourd'hui, ils sont obligés de traiter ce sujet parce que c'est en partie leur électeur. C'est vrai en France, c'est vrai en Argentine, c'est vrai un peu partout. Et le fait qu'il y ait une immixtion de la crypto dans ces campagnes et aujourd'hui, dans les programmes, fait que ça va être traité par tout le monde. Et tant mieux, quelque part. Voilà la réponse, Jérémy, à votre question. Cette autre question, elle s'appelle Alix. Pareil, sur le fil X BFM Crypto. Elle nous dit: Alix, vous avez beaucoup parlé du Bitcoin et quasiment pas, voire pas du tout, d'Ether et d'Ethereum. À quoi faut-il s'attendre pour cette année 2025 dans l'écosystème d'Ethereum et sur l'Ether? Stanislas. C'est une question qui est assez difficile. Parce qu'aujourd'hui, quand on analyse l'Ether ou Ethereum, le projet Ethereum par rapport à Bitcoin, on voit on peut raisonner en termes de valorisation, on voit que l'Ether est plutôt en berne par rapport à Bitcoin. Et au contraire, quand on analyse le fondamental de l'Ethereum, je fais toujours la petite confusion, il est plutôt bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les transactions qu'on peut faire sur le réseau de Coinbase Base qui est construit au-dessus d'Ethereum, on fait des transactions qui sont vraiment rapides et à moindre frais. Le seul problème, c'est d'imaginer comment cette amélioration de la scalabilité va se retrouver dans le prix. Et ça, on a du mal à savoir parce que derrière, quelle interaction il y a entre ces solutions qui captent des Ethers mais qui ne redonnent pas, entre guillemets, leur part du lion à la couche première. Ce qui fait que fondamentalement, tout va bien pour Ethereum et c'est toujours, on va dire, le numéro 1 des blockchains à smart contract. C'est là qu'est la DeFi, c'est là que sont les volumes dans l'écosystème Ethereum étendu, mais derrière, anticiper l'évolution du cours, c'est très difficile. Oui. Et là, on parle d'Ether, d'Ethereum. On nous en voudrait, j'imagine aussi, si on parlait pas un peu de Solana, parce que ça a été une star aussi de l'année 2024. Solana, est-ce que cette année 2025 sera pour Solana potentiellement une grande année, Stanislas? Pourquoi pas s'il y a des ETF Solana, par exemple, qui permettront à certains investisseurs institutionnels d'y aller. Mais pareil, fondamentalement, Solana fait de gros volumes aujourd'hui, mais on voit qu'il y a d'autres cryptos, d'autres projets qui peuvent aussi tailler des croupes à ce projet. Je pense par exemple à Hyperliquid. C'est-à-dire que Solana, il y a un peu le risque d'avoir toujours la nouvelle chaîne qui va aller plus vite, avec moins de frais de transaction, etc. Donc le nouveau Solana qui va arriver. Et donc durablement, pas certain que Solana... Puis certains voient Solana comme l'Ether killer, on a déjà Hyperliquid ou encore Sui qui se disent être le Solana killer, ou c'est toujours très compliqué puisque là on est sur un problème très simple, avoir un système qui fonctionne bien, qui est le plus décentralisé possible et qui est le plus rapide possible, le plus scalable. Et ça pour le coup chacun a un avantage et un inconvénient et chacun veut essayer de tuer celui qui est devant. Mais à un moment quand on fait tous une course à la vitesse, il ne peut pas y avoir 25 gagnants, il y a forcément un premier et il faudra je pense quelques années pour avoir le standard le plus utilisé et pour l'instant Ether semble être en position
position. Avec le Lindy Effect, c'est-à-dire plus les jours passent, plus il y a de l'ancienneté pour un projet et plus il se renforce, ce qui est le cas d'Ethereum. Dans quelques minutes, on va vous apporter des conseils très pratiques aussi face au pendant, face au record du Bitcoin, face au retour des arnaques, de plus en plus d'arnaques, voire des braquages en crypto. On va vous raconter les choses. D'abord, cette question qui me vient à l'esprit. Effectivement, les monnaies numériques de banque centrale. On en parlait beaucoup dans ces pros des cryptos. Ça fait déjà 5 ans qu'on est ensemble. 5e saison. On en parlait beaucoup il y a 2, 3, 4, 5 ans. Et puis je sens que depuis un an et demi, on en parle un petit peu moins. Est-ce que cette année 2025 verra davantage d'applications en matière de devises, de monnaie numérique de banque centrale? Je vois par exemple, en Chine, de premières applications, et en Russie, un projet de loi qui compte forcer, on est en Russie, qui compte forcer les banques et les commerçants à accepter le rouble numérique. Voilà. Est-ce que ça, c'est des signaux pour la suite, Stanislas? Quand on parle de monnaie numérique de banque centrale, il y a 2 sujets. Il y a la monnaie numérique de banque centrale que peuvent avoir les citoyens, entre guillemets, et puis il y a la monnaie numérique de banque centrale qui permet des transferts de gros entre les acteurs bancaires, etc. Sur la partie de gros, c'est-à-dire entre les acteurs, je pense que ça va continuer. La Banque de France et plusieurs banques, plusieurs expérimentations travaillent, et Dieu sait qu'il y a besoin d'optimisation dans la manière dont sont échangées de la valeur entre ces acteurs-là. Pour la partie monnaie numérique de banque centrale, pour le retail, c'est-à-dire pour les citoyens, j'en doute beaucoup, pour la simple et bonne raison qu'on a encore du mal à savoir à quoi ça va servir, et pire, les premiers qui sont contre ce projet-là, ce sont les banques commerciales, qui se voient court-circuitées par une éventuelle velléité de la Banque Centrale Européenne de le faire. Et d'ailleurs, tout se joue sur à combien d'euros de cette future monnaie on pourrait avoir en tant que citoyen. La Banque Centrale Européenne défend plusieurs milliers et les banques commerciales tentent de mettre un cap à quelques centaines pour essayer de faire accoucher, entre guillemets, la montagne d'une souris. Donc je doute que 2025, l'euro retail, comme on dit, avance. Je pense qu'il n'y a pas tellement de demande politique. Et quand Christine Lagarde citait la Chine en exemple sur ce projet, je pense que pour tuer un projet, il n'y a pas de mieux que de citer la Chine en exemple. Ouais, et Donald Trump, lui, pendant sa campagne, s'était exprimé contre le dollar numérique. Bon, après, voilà, la Fed est indépendante. Les pros des cryptos, ce sont des conseils pratiques aussi. On le disait, avec les records du Bitcoin, on observe donc le retour des menaces et des rapaces. Les braquages de cryptos semblent se multiplier. Comment c'est possible des braquages de cryptos puisqu'on ne les détient pas sous l'oreiller, quoi? C'est du numérique. Comment est-ce qu'on peut se faire braquer ces cryptos concrètement, Owen? C'est un sujet que j'ai jamais abordé dans ce plateau et pourtant ça m'a concerné personnellement. J'ai quelqu'un qui a 1 an et demi, quelques heures après qu'on soit au téléphone et qu'on échange pour préparer une de ces émissions, se retrouve à trouver l'adresse de mon domicile, à rentrer chez moi avec une arme à feu et en espérant que j'ai tout simplement une clé USB sur mon bureau avec de l'argent. Ça vous est vraiment arrivé, ça? Totalement. Oui. Et la réalité, c'est que non seulement il y a vraiment des personnes crédules qui pensent que oui, on a de l'argent comme ça et qu'on a juste à faire un clic, une transaction pour libérer cet argent. Deuxièmement, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de mécanismes, notamment des mécanismes de stacking qui vont demander 2-3 semaines pour pouvoir récupérer les fonds, des mécanismes de multisig qui font que quand on veut libérer son argent, on a besoin de la signature de personnes externes. Et quoi qu'il arrive, il n'y a pas de réponse magique. On ne peut pas éviter ça, encore moins quand on est exposé médiatiquement. Et pour le coup, c'est arrivé pendant ces fêtes-là, non seulement à la femme d'un influenceur qui a été kidnappé, et également au père d'un influenceur qui, lui, est domicilié à Dubaï, donc son père était domicilié en France, oui, qui s'est fait kidnapper pour une demande de rançon. C'était là il y a quelques jours à peine. C'était il y a quelques jours à peine. Et malheureusement, c'est aussi simple que ça, mais non seulement il faut protéger ces crypto-monnaies, l'avantage c'est que la technologie le permet, et deuxièmement, c'est des habitudes de discrétion, c'est des habitudes de sécurité, c'est quelque chose de terrible, mais je pense que ça vient également de l'insécurité qu'on peut avoir dans certains pays. Je le vois dans mon cas, c'était une personne qui avait déjà récidivé, encore, et pour le coup, il n'y a pas de secret, si ce n'est être discret avec ces informations. On ne parle pas de sa crypto-monnaie, ça reste de l'argent, on est discret sur ces sujets-là, être prudent, et ensuite s'équiper. Il y a des équipements, il y a des entreprises, ça coûte très cher, mais il y a des moyens, quand on est exposé publiquement, de se protéger, de se défendre, et de faire en sorte que ça ne nous arrive pas de nouveau, même si, pour le coup, la peur, on l'a au ventre, et je sais de quoi je parle. Ouais. Vivons heureux, vivons cachés. Tout à fait. Cette année 2025, et c'est la dernière question, la dernière thématique qu'on va aborder ensemble, cette année 2025 verra-t-elle aussi, puisqu'on dresse des perspectives, la fin de l'affaire FTX, à savoir enfin le remboursement complet des créanciers. Il a débuté, ou il va débuter là, ce remboursement des créanciers d'FTX, en l'occurrence Stanislas? Il a déjà débuté, selon les zones géographiques, c'est certains intermédiaires qui vont permettre la distribution. Toute la question est de savoir si ce capital retrouvé va retourner dans les marchés cryptoactifs. Voilà, parce que ça peut avoir un impact, ça pourrait avoir un impact sur les cours des cryptos.
en l'occurrence. J'avais fait faire un vote quand on était en direct avec plusieurs milliers de personnes sur les réseaux. Les gens pensaient que si FTX remboursait pendant le bear market, les gens allaient simplement vendre encore plus de crypto-monnaies et donc sortir du marché. Et vu la tendance du marché actuel, les gens pensent que le fait qu'FTX rembourse aujourd'hui, eh bien ça va apporter de la liquidité entrante à ceux qui sont frustrés de ne pas être positionnés parce que leur argent était bloqué. Donc c'est une question de momentum. Comme toujours, les gens veulent du Bitcoin quand il est à 100 000 $ et ils n'en voulaient pas quand il était à 15 000 $ au fond du trou et que plus personne n'en parlait. Merci messieurs, c'était la première de cette année 2025. Les pros, les cryptos, votre machine à condenser l'actualité de la semaine et à surtout dessiner des perspectives. On vous aide à poser un pied dans le futur, à faire de vous, oui, des contemporains de l'avenir. Merci beaucoup Owen, Simona. Combien d'abonnés à votre chaîne YouTube Asher ? 725 je pense. Ah oui, encore quelques abonnés supplémentaires depuis les fêtes alors. Félicitations. On vous souhaite le meilleur pour cette année ainsi qu'à vous Stanislas Barthélémy. 12 abonnés. Mais alors quels abonnés? J'en fais partie d'ailleurs. Stanislas Barthélémy pour KPMG. Salut messieurs, les pros des cryptos à retrouver aussi sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. Bon week-end à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.